Alors, sinon, un petit topo sur l'ensemble. Ces châteaux, les châteaux Pelser, ont été construits. Oui, oui, les châteaux Pelser ont été construits entre 1900 et 1912 pour le dernier, ce qui fait qu'ils étaient tout neufs quand le cher Guillaume est venu s'y installer. À ce moment-là, à Spa, comme dans les villes d'eau, c'est la grande vogue de la villégiature, c'est-à-dire des gens nantis se font construire des villas, des châteaux, etc. Et par exemple ici à Spa, entre 1870 et 1914, il s'est construit plus de 400 villas et châteaux. C'est vous dire si c'était la mode. Alors, le château en question ici a été acheté par les terrains plutôt, parce qu'il y a 4 frères et un cousin. Le cousin, c'était Édouard Pelser, le sénateur Édouard Pelser, qui a fait construire ceci. Sur des terrains qui avaient été rachetés à un autre, c'est des laigniers verviétois, un autre laignier verviétois, Simonis, Édouard Simonis. Je vais quand même avancer. L'architecte de ce château, villa ou grosse villa si vous voulez, c'est un architecte bruxellois qui s'est installé à Liège. C'est quelqu'un de connu, Charles Soubre. C'est lui qui a construit pour l'exposition universelle de 1905 à Liège le Palais des Beaux-Arts qui vient d'être transformé avec la passerelle qui est faite en venant de la gare des Guillemins. C'est lui aussi qui a fait sur le pont de Fragny le monument Zénobe-Gramme et toute une série de châteaux et villas, notamment à Spa. Ceci a été construit en 1902 dans le style des villas anglo-normandes, comme on en trouve évidemment sur la côte française. Et il a construit le château de la Freineuse, qui lui en revanche est en style tout à fait classique, on croirait voir une reproduction du petit Trianon à Versailles, le château actuel du Neubois et encore un château ici au-dessus, le château du Haut-Neubois. L'intérieur de ce château, en tout cas ce qu'on va pouvoir éventuellement vous montrer, est de style éclectique, c'est-à-dire qu'on fait 2 pièces en style Renaissance, notamment, je ne sais pas si on appelle ça un hall ou un living, maintenant la grande pièce d'entrée. Si vous avez fait attention, en revanche, en entrant, la cage d'escalier et une reproduction, je n'ai pas trouvé une reproduction, mais enfin c'est exactement ça, de l'escalier de l'aile Louis XII, fin du gothique, au château de Blois, avec d'ailleurs le porc-épic qui était l'emblème de Louis XII, comme son successeur plus illustre, François Ier, ce sera la salamandre. Et les pièces, les locaux latéraux, les salons, eux sont en style Louis XV. Ils ont malheureusement très souffert à cette guerre-ci, parce que le château était occupé par des bûcherons canadiens qui n'étaient pas d'une extrême, on peut les comprendre, c'était la guerre, d'un extrême soin vis-à-vis, ils ont déchiré des tentures en soie représentant des scènes de chasse et autre chose. S'il n'y a vu que ça comme déprédation pendant la Seconde Guerre mondiale, ce serait merveilleux. Alors, en fait, pendant la guerre, pendant les 3/4 de la guerre, Spa a été utilisé comme centre de revalidation des blessés de l'armée allemande. Il y avait en permanence, pendant presque 4 ans, 3000 personnes, 3000 soldats qui venaient se refaire plus ou moins de santé avant qu'on ne les renvoie à nouveau au front. C'est évidemment nos ennemis, mais avec un peu de recul, on peut se rendre compte que ces gens n'étaient pas des plus heureux. Et ça a duré jusqu'au mois de février 1918, époque où on a pris ces 3 000 à 4 000 malheureux,
et on les a expédiés manu militari, c'est le cas de le dire, donc d'une main militaire, vers Gembloux, où ils sont allés occuper l'ancienne abbaye qui est maintenant universitaire. C'est une chose de bio, oui, quelque chose comme ça. Voilà. Tout de suite après, on a amené un charroi énorme pour transformer tout le Spa et ses environs, pour y accueillir le Kaiser Guillaume II, sa suite et son état-major. Pourquoi? Pour préparer l'offensive de printemps de 18 que les Allemands et les Autrichiens espéraient leur permettre de gagner la guerre. Pourquoi? Parce que l'année précédente, les Soviétiques ayant conclu un armistice avec les puissances centrales, comme on disait, les Allemands ont récupéré beaucoup de matériel, beaucoup d'hommes, et c'était leur dernière occasion d'essayer de faire une percée définitive vers Paris et d'en terminer la guerre ainsi. Parce que, à partir de 17 également, les Américains s'étaient impliqués dans la guerre et amenaient, c'était plus fort la Deuxième Guerre mondiale, mais amenaient déjà du matériel et 100 000 hommes par mois. Les empires centraux n'allaient pas pouvoir tenir le coup. Et l'état-major, le grand état-major, est venu s'installer à Spa. Il venait du Rhin. Ils n'ont fait qu'avancer de 150 km. Il y avait encore une centaine de kilomètres pour le front. Ils ne prenaient pas de gros risques. Le quartier général, avec Hindenburg et Ludendorff, s'est installé à l'hôtel britannique et on a réservé les châteaux Pelser, ici la série des châteaux Pelser, au Kaiser. L'offensive n'a pas réussi. Il y a eu ici dans ce bâtiment, là derrière donc, beaucoup de réunions avec le Kaiser, l'empereur d'Autriche, le dernier empereur d'Autriche, Charles Ier, l'époux de l'impératrice Zita, qui est morte quasiment centenaire en odeur de sainteté, et qui essayait, lui, de terminer la guerre avec pas trop de casse. Ça a duré comme ça, de mal en pis. L'état-major, le grand quartier général, qui aurait dû progresser vers la France, est resté à Spa jusqu'au mois de novembre, et Guillaume II a fui la Spa vers son exil définitif aux Pays-Bas, vers le 10 novembre. Je résume très fort là. Juste après ça, les commissions d'armistice alliées, françaises principalement, sont venues s'installer dans les villas et châteaux occupés quelques jours avant par Guillaume II et son état-major, et ici notamment au Neubois. Le général Nudan et ses officiers sont venus s'installer. Par après, le maréchal Foch, toujours avant le traité de Versailles de 1919, excusez-moi avec les dates, et il y a eu, ici notamment, a été réglé, si l'on peut dire, le problème de Danzig. Après la partition d'une partie de l'Empire allemand vers la Prusse orientale, on a séparé les deux parties. La partie actuelle de la Prusse orientale appartient toujours à la Russie. Voilà. Et il y avait ce qu'on appelait le couloir de Danzig, où on ne savait pas très bien, il y avait des litiges, des choses comme ça, qui a servi au cher Adolphe, à cette guerre-ci, Hitler, c'était un des prétextes pour envahir la Pologne. Il en aurait trouvé un autre, bien entendu. Et c'est ici, à ce château, que le maréchal Foch et les émissaires allemands ont réglé
on disait le problème de Danzig. Donc vous voyez, on est dans des lieux historiques. Avant, Guillaume II avait reçu plusieurs fois, je vous l'ai dit, l'empereur d'Autriche, plusieurs fois ses alliés, de l'Empire turc. Après la révolution russe, l'Ukraine, ce n'est pas la première fois, s'était libérée, et c'est un hetman qui venait ici pour trouver de l'aide parce que Kiev, la capitale, était en révolte. Enfin, tout un tas de, entre guillemets, beau monde est venu a été photographié. Il y a des illustrations que vous verrez tout à l'heure quand nous allons aller jeter un coup d'œil au fameux abri du Kaiser. Et on les voit photographiés sur la terrasse ici. Donc la guerre se termine. Les propriétaires, donc les Pelser, dont j'ai parlé, réoccupent les lieux et le sénateur Édouard Pelser autorise la visite de l'abri sur lequel on va aller jeter un coup d'œil tout à l'heure. Ce n'est pas la ligne Maginot, hein, l'abri du Kaiser, vous allez voir. Il avait quand même des grosses craintes, même en 18, que l'aviation alliée, française principalement, ne vienne pilonner le château. Ce château, en fait, a été choisi pour être le plus proche de la forêt, hein, qui est juste ici au bord, plutôt que des châteaux, par exemple le premier où il a séjourné, le château de la Freineuse, pour sa propre protection. Alors, que vous dirais-je bien encore, après la Deuxième Guerre mondiale, les industriels verviétois, lainiers, ce n'était plus la même chose. C'était la fin de l'industrie de la laine à Verviers, pas seulement qu'à Verviers, à Roubaix également. Et les châteaux ont encore été occupés, mais pas très longtemps. L'héritière du domaine ici, la nièce du sénateur Édouard Pelser, a essayé fait transformer les écuries. C'est les bâtiments en venant de la source du Tonnelet que vous voyez sur votre droite en montant. C'était pendant 2-3 ans un hôtel chic, mais ce n'était plus la mode de la villégiature ni la mode de spa. Et elle a fini par vendre en 57, nous en sommes bien là, le château au foyer de charité qui s'est installé là. Voilà, j'ai fait court, j'ai l'impression que je devrais vous dire pas mal de choses. Je ne sais pas, je peux répondre si monsieur Perrabé ici, excusez-moi, je l'ai titre. Oui, excusez-moi. Si vous voulez que je réponde à l'une ou l'autre question, voilà. Monsieur Toussaint, merci beaucoup de nous avoir introduits dans la dimension historique majeure et importante du lieu dans lequel nous nous trouvons. Je crois que la question des questions qui pourraient vous être posées, eh bien, retenons peut-être les questions. Notez-les si vous en avez. Et vous avez fait allusion au fait que tout à l'heure, il y aura la possibilité aussi de visiter certains lieux de la maison, dont l'abri du Kaiser. Et peut-être que ça peut être aussi le lieu pour ceux qui auraient des questions de pouvoir vous les poser peut-être à ce moment-là. Je vais vous dire, c'est à l'occasion de Journée du patrimoine et de choses comme ça que j'ai eu l'occasion de faire visiter. Laissez, sinon vous allez vous baisser tout le temps. On faisait visiter l'entrée et le rez-de-chaussée pour ne pas trop importuner la vie du foyer de charité. Le début de la cage d'escalier pour voir la perspective sur le porc-épic de Louis XII
Et alors, aussi, ce qui est curieux, je vous ai dit que c'était la mode, hein, c'était fait en style éclectique, ou bien on faisait de l'historicisme, on faisait quelque chose entièrement gothique, ou bien on panachait, et c'est le cas ici. Donc la grande salle des repas s'inspire de la Renaissance française. Les salles latérales sont en style Louis XV, et avec des motifs de chasse. Il y avait évidemment les tentures qui ont disparu suite aux bûcherons canadiens. Et alors, il y a quelque chose d'assez curieux, c'est la mode, surtout en Belgique, de l'Art Nouveau, Horta, choses comme ça. Il y a quand même un endroit qui est Art Nouveau ici. On se demande si on ne s'est pas moqué de l'Art Nouveau, c'est les toilettes à l'entrée. Et encore, on les a réduites d'espace, de volume, et c'est en Art Nouveau, mais vraiment quelque chose de très bien fait. Voilà, c'était l'évolution de l'architecture dans la région. Je tiens à vous signaler deux choses. C'est que l'an prochain, à Spa, dans les grands locaux, ce qu'on appelait le jardin d'hiver, de la source principale, le pont Pierre-le-Grand, il y aura de mars l'entrée, si je puis dire, de Guillaume II et de son état-major à Spa, jusqu'au-delà du 11 novembre, une exposition avec des animations diverses pour célébrer le 100e anniversaire du séjour de Guillaume II et de son état-major à Spa. J'ai oublié une chose, même si ça ne s'est pas passé ici, nous sommes là au niveau de la grande histoire, c'est que après la conclusion du traité de Versailles, il y avait pas mal de problèmes qui n'étaient pas résolus, notamment celui de la dette en milliards, mais en centaines de milliards de francs or imposés à l'Allemagne. Et il a fallu faire une conférence supplémentaire qu'on ait appelée la conférence de la paix, plus simplement, enfin pas plus simplement, mais plus exactement la conférence diplomatique de Spa, et qui s'est tenue dans le premier des châteaux Pelser, en venant de la vallée vers le haut, au château de la Freineuse. Voilà. Et ça a été évidemment, incontestablement pour Spa, une publicité énorme, parce que c'est là que le sort du monde a commencé à se régler, et on sait comment le sort du monde s'est terminé. Voilà. Eh bien, nous enregistrons cette invitation que vous nous adressez pour l'an prochain à l'occasion du centenaire. Merci beaucoup. Je crois que l'enjeu était vraiment de faire prendre conscience que nous sommes dans un lieu marqué par l'histoire et par une page de l'histoire qui n'est pas une page facile, parce que la guerre n'est jamais une page facile dans l'histoire. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant demander à... Non, oui. Je voulais, pour ne pas terminer sur une note solennelle... Mais je vous demande 2 minutes maximum, oui, si vous voulez, sinon on n'arrivera pas... Non, voilà, il y a eu une bande dessinée faite il y a quelques années, Le Loup des Ardennes. C'est un héros, évidemment fictif, Victor Secqueville, et il y a pas mal de scènes très bien dessinées qui se passent ici au Neubois. Et notamment, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, l'entrée gothique de la cage d'escalier, ici, et l'illustrateur. Donc, ça a été fait un illustrateur, Carin, et de scénaristes. L'illustrateur sera l'illustrateur de l'environnement de l'exposition que nous ferons l'an prochain à Spa, et les projets qu'il a présentés sont vraiment prometteurs. Voilà, j'ai terminé maintenant. Merci.
d'un lieu où l'histoire nous apprend que on a voulu commander, on a commandé la fin de la guerre et puis ce qui en a suivi, eh bien, nous sommes, voilà, depuis 60 ans, le foyer s'est implanté en ce lieu chargé de par l'histoire, comme on vient de l'entendre.